Soundstripe. Good morning to all of you. It is for me a great personal pleasure to be here with you. As many of you know, one of the priorities of my presidency was to support women's talent. And I have been wholeheartedly supporting Elizabeth in any initiative she proposed to me in this connection. Bonjour à tous et à toutes. Pour moi, aujourd'hui, c'est une grande joie d'être ici avec vous pour ouvrir cette réunion du comité des femmes de l'UIA parce qu'une des priorités de ma présidence était de lutter pour la rétention du talent des femmes juristes. Et c'est pour ça que je me réjouis et c'est pour ça que j'ai donné tout mon support à Elisabeth chaque fois qu'elle me l'a demandé. Alors, je vous souhaite une bonne session et je vous reverrai plus tard. Merci. Voilà. Alors, chers consoeurs, chers confrères, et je suis très contente d'avoir des confrères avec nous aujourd'hui parce que quand on va parler des droits de la femme, il ne s'agit pas seulement de la femme dont on parle de la place de la femme dans la profession, de la place de la femme dans la société, et cette place est là à côté de l'homme, avec l'homme, en partenariat avec l'homme. Et donc, ensemble, tous les deux, ils vont promouvoir les droits et puis faire évoluer la société et la profession d'avocat vers un avenir meilleur. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir toutes et tous dans notre session de travail qui se tient aujourd'hui à Madrid à l'occasion du congrès annuel de l'UIA. Et je me réjouis de vous retrouver en personne. Après 2 ans de webinaires et de rencontres online via Zoom, qui ont quand même permis de maintenir le contact, mais qui ont porté atteinte à cet élément humain qu'on retrouve quand on est en personne, quand on se retrouve en personne et qu'on échange en personne. Donc, je me réjouis de retrouver celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui en personne. Et également, je souhaite la bienvenue à nos consoeurs et nos confrères qui nous rejoignent en ligne, soit en tant qu'oratrice, orateur, parce que nous avons un orateur aussi sur le panel, soit en tant que personnes qui vont se connecter pour suivre cette session de travail. Notre thème principal porte aujourd'hui sur les violences à l'encontre des femmes sur les réseaux sociaux. Et à travers nos discussions, tout au long de ces 2 heures, nous allons essayer de répondre à la question que nous nous sommes posée. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent servir à promouvoir les droits des femmes en général et des femmes victimes de violences en particulier, ou au contraire, constituent-ils une menace pour ces personnes ? Est-ce que ces réseaux sociaux qui offrent souvent pour les femmes opprimées et victimes de violences domestiques le seul moyen de demander de l'aide leur permet-il d'avoir accès à un espace sécurisé, ou bien elles doivent renoncer également à demander de l'aide sur les réseaux sociaux alors que déjà elles n'osent pas demander de l'aide en personne, se rendre auprès d'associations ou bien auprès de la police ou bien auprès d'avocats pour leur demander de l'aide et qu'il faut souvent aller vers elles, aller les retrouver. Donc, ce sont ces questions-là que nous allons nous poser. Comme vous le savez, l'accès à la justice des femmes victimes de violences a été le thème principal de toutes nos activités cette année. Et nous allons clôturer ce sujet le 8 mars. Je vous invite dès à présent de réserver cette date. Nous avons un colloque ou un séminaire qui se tiendra le 8 mars à Paris à l'occasion de la Journée internationale des femmes, justement pour l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Et nous aurons comme partenaires le Conseil national des barreaux, la Fédération des barreaux d'Europe, peut-être des organisations
les droits des femmes victimes de violences et nous allons travailler par la suite avec les membres collectifs et individuels de l'UIA à mise en application. Unfortunately, this was accompanied by an increased rate of online violence, mainly against women. This had a severe impact on their well-being and health, and led in a way to have many women frightened to use these social media, while that could be the only way for them to ask for help. So we will start our working session today with the first speaker, who will explain to us what is violence against women on social media, what are the different forms of violence against women on social media, what does it mean. And our first speaker is Hélène Uniacke. Hélène Uniacke, she will join us online. She is the deputy head of the Defense Office of the Special Tribunal for Lebanon since May 2014, a position she had held on an interim basis since May 2012. She is a French lawyer. Elle a prêté serment en 1996 et a exercé comme avocate en France, à Marseille et à Montpellier. Elle œuvre depuis plus de 15 ans à la défense des accusés devant les tribunaux pénaux internationaux, notamment le tribunal pénal international pour le Rwanda, et elle a occupé au Kosovo le poste de conseillère en droits de l'homme spécialisée dans le suivi des affaires de traite des femmes et d'autres crimes sérieux, et cela auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et Hélène est un membre actif de notre comité des femmes. Hélène, je ne sais pas si tu m'entends. Did you join us? Oui, je t'entends, Elisabeth, je t'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous la voyez déjà. Ah. Bonjour Hélène. Est-ce que tu m'entends? Bonjour Elisabeth. Oui, je t'entends bien, t'entends bien. La bienvenue, je te souhaite la bienvenue avec nous aujourd'hui. Juste une précision, nous avons demandé à notre panel d'intervenantes et d'intervenants, comme on n'a pas malheureusement la traduction simultanée, de prévoir un PowerPoint ou une traduction dans les deux autres langues des points les plus importants de leur présentation, et c'est ce qui va être fait tout à l'heure. Donc, Hélène, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui, et donc, la parole est à toi pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la violence en ligne à l'encontre des femmes, les violences sur les réseaux sociaux contre les femmes, de quelle sorte de violence on parle, et la parole est à toi. Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais juste m'assurer que le PowerPoint est en place. Et si oui, donc je pense qu'il faut que le technicien l'installe. Merci de me dire lorsqu'il est en place sur votre écran. The PowerPoint, you have it. Yes, if you have the PowerPoint, if you could set up the PowerPoint, please, and I will start it. Yes, thanks a lot. Thanks a lot. So, buenos días a todos y a todas. Es un gran placer y honor de participar en esa mesa redonda sobre la violencia contra las mujeres y sus formas en línea. Quiero agradecer a Elisabeth por la invitación y espero que todo se pase bien en Madrid por los afortunados que están ahí. Voy a hacer la presentación en francés, pero pueden leer la traducción de las grandes líneas de esta en inglés y en español sobre la pantalla. Good morning to everybody. I'm going to do my presentation on the online forms of violence against women in French, but you can follow the outline of representation in English and in Spanish on the screen. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout se passe bien donc à Madrid. Je remercie vivement Elisabeth de m'avoir invité à participer à cette table ronde afin donc de vous exposer quelles sont les formes de violence à l'égard des femmes en ligne. Alors, la question de la violence faite aux femmes en ligne est un phénomène qui est préoccupant, voire même effrayant, qui est récurrent, généralisé,
puisque malheureusement, il touche un grand nombre de femmes et de filles à travers le monde. Excuse me, I would like, yeah, thank you. So I would say next slide when I want to have the other side. Thank you. Dans un rapport de 2018 concernant la violence en ligne à l'égard des femmes et des filles du point de vue des droits de l'homme, la rapporteuse spéciale auprès des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, a relevé que selon certaines estimations, 23% des femmes auraient indiqué avoir subi des actes d'agression ou de harcèlement en ligne au moins une fois dans leur vie, et une femme sur 10 âgée de 15 ans ou plus a déjà été exposée à une forme ou une autre de violence en ligne. Ce phénomène qui est relativement récent est d'autant plus inquiétant qu'il vise particulièrement les jeunes femmes et les adolescentes, qui bien entendu sont une génération qui utilise fréquemment Internet pour communiquer et tisser des relations. Et comme Elisabeth l'a dit, la pandémie de Covid-19 a bien entendu exacerbé cette situation en raison d'une utilisation plus accrue de l'Internet par nous tous, et notamment par les jeunes filles et les jeunes femmes, lors des confinements opérés dans les divers pays. L'Internet et les réseaux sociaux font partie des grands progrès de ces 20 dernières années, mais ils constituent, hélas, également, so please next slide, mais ils constituent, hélas, également un nouvel espace d'interaction humaine dans lequel les violences faites aux femmes peuvent se développer très aisément, voire même être amplifiées. En effet, les auteurs de ces attaques, de ces violences, attaquent souvent de manière anonyme et bénéficient d'outils technologiques qui leur permettent de disséminer rapidement et très largement, y compris à travers les frontières géographiques, des informations qui sont préjudiciables à leurs victimes, et ce souvent en toute impunité. Yes, next slide, please. Thank you. Comme l'a relevé la philosophe et essayiste Marilyn Maeztu, les réseaux sociaux ont un effet déshumanisant qui facilite le harcèlement. Et elle pensait à cet égard à une phrase d'Albert Camus qui est la suivante: « Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard. » Next slide, please. Et ce constat, malheureusement, nous le faisons tous. En ligne, les personnes qui commettent des violences à l'égard des femmes ne voient plus le regard de celles-ci. Et cela les mène à en oublier l'humanité et la dignité des femmes et des filles qu'ils agressent, qu'ils maltraitent, et ce faisant leur propre humanité et dignité. Next slide, please. Avant de vous donner un aperçu des formes contemporaines de violence en ligne à l'égard des femmes, je voudrais souligner 2 points sur cette violence au vu des instruments internationaux relatifs aux droits humains. Premier point, tout comme les violences hors ligne, les violences en ligne entrent sous la définition de la violence à l'égard des femmes telle que contenue dans la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Les violences en ligne à l'égard des femmes sont donc, next slide please. Next slide, thank you. Les violences en ligne à l'égard des femmes sont donc tous actes de violence qui sont dirigés contre le sexe féminin et qui causent ou qui peuvent causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Next slide, please. La particularité de ces violences en ligne est qu'il s'agit d'actes de violence fondés sur le genre qui sont commis, facilités ou aggravés pleinement ou partiellement par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et je cite là en fait une définition qui a été faite par la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes dans son rapport de 2018 que j'ai déjà mentionné.
Et alors que ces violences en ligne sont parfois banalisées, on constate qu'elles ont des effets très préjudiciables sur le bien-être, la santé mentale et physique, la situation économique et familiale des femmes et des filles qui en sont les victimes. Et que celles-ci se retrouvent en situation de très grande difficulté, particulièrement lorsqu'elles ont reçu des menaces d'agression physique ou sexuelle, voire des menaces de mort. Deuxième point, next slide please. Thank you. Deuxième point, la violence en ligne à l'égard des femmes constitue une forme de discrimination au sens de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, et bien entendu aussi une violation des droits humains et des libertés fondamentales des femmes et des filles, telles que garanties dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les violences en ligne, next slide please. Les violences en ligne portent atteinte aux droits des femmes à une vie exempte de violences fondées sur le genre, et qui est un droit qui est indissociable d'autres droits de l'homme, tels que bien sûr le droit à la vie, le droit à la santé, etc. Mais ils portent également atteinte, bien sûr, donc à leur liberté d'expression, comme il a été dit déjà par Elisabeth, au droit à la vie privée, au droit de participer à la vie politique et publique, et à bien d'autres droits. Next slide, please. En particulier, on constate donc que de nombreuses femmes finissent par s'autocensurer et ne plus oser commenter en ligne ou se retirent des réseaux sociaux en raison d'actes d'harcèlement ou de menaces contre leur intégrité physique. À nouveau, dans le rapport de 2018 de la rapporteuse spéciale sur la violence contre la femme, il est ainsi dit que des études montrent que 28% des femmes qui ont subi un acte de violence facilité par les technologies de l'information et de la communication ont réduit délibérément leur présence en ligne. Voilà, donc voyons maintenant de manière plus précise quelles sont les formes de violence contemporaines en ligne à l'égard des femmes et des filles. Next slide, please. Tout comme avec la violence hors ligne, la violence en ligne prend de multiples formes, et ces formes sont souvent d'ailleurs interreliées. Ces violences en ligne ont été répertoriées dans de nombreux rapports d'ONG et des rapports des Nations Unies, dont celui de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes de 2018, que je cite régulièrement, et dont je vais encore reprendre certaines des définitions. C'est également le cas dans un certain nombre de rapports du secrétaire général des Nations Unies, dont un rapport de 2019 qu'il a soumis à la Commission de la condition de la femme, et dans lequel il constatait que l'évolution rapide des technologies et des médias crée de nouveaux espaces propices à la perpétration de la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est un constat qu'il avait d'ailleurs déjà fait en 2006. Next slide, please. Alors, voici donc une liste des formes de violence en ligne qui n'est hélas pas exhaustive et qui se rajoute donc à toute forme d'outrage sexiste ou d'insultes sexistes, etc., les menaces de mort dont j'ai parlé, les menaces directes et indirectes de violence physique ou sexuelle. Comme je dis, tout est interrelié, malheureusement. Alors, tout d'abord, il y a les formes de ce qu'on dit de ce qu'on nomme cyberharcèlement, alors qui recouvre la persécution et le harcèlement en ligne, qui sont des manifestations en ligne de ces deux comportements sur les réseaux sociaux, sur Internet, les forums de discussion interactifs, la messagerie instantanée, les communications mobiles. Ça couvre bien entendu aussi bien le harcèlement moral que le harcèlement sexuel. Next slide, please. Cela recouvre également la traque en ligne, qui est en fait un harcèlement répété des individus qui est perpétré au moyen de téléphones mobiles sous la forme d'appels factices ou via des conversations privées sur des applications de messagerie en ligne. Donc la traque en ligne, c'est un harcèlement répété à l'égard des victimes. Next slide, please. Ensuite, il y a le trolling. Alors, dans ce cas-là, l'agresseur affiche des messages, télécharge des images ou des vidéos et crée des hashtags pour importuner les femmes et les filles et provoquer ou inciter à la violence contre elles. Ces trolls sont souvent anonymes et créent des faux comptes pour pouvoir propager des discours de haine contre leurs victimes. Next slide, please.
Ensuite, il y a toutes les formes de violence, de violation en fait des droits privés des femmes et des filles qui sont victimes de ces violences en ligne. Il y a tout d'abord le doxing. Alors, le doxing, ça couvre les cas où des informations et des données personnelles sont rendues publiques de manière bien sûr non consensuelle et avec une intention malveillante. L'objectif est de faire paniquer la personne qui en est la victime, de l'ébranler et de l'inquiéter. Cela peut inclure donc les publications de l'adresse de la personne, de l'adresse email de la personne, de son numéro de téléphone, de son nom, de son vrai nom, du nom même de ses enfants. Ensuite, next slide please. Il y a la vengeance pornographique, et on entend par là la diffusion en ligne non consensuelle d'images intimes obtenues avec ou sans consentement dans le but d'humilier, de stigmatiser la victime ou de lui nuire. Next slide, please. Il y a également le sextorsion, qui est en fait un chantage. L'auteur menace de diffuser des photographies intimes de la victime pour extorquer d'elle d'autres photos ou des vidéos explicites ou pour la contraindre à de nouveaux actes ou rapports sexuels. Et malheureusement, de telles affaires de vengeance pornographique ou de sextorsion font de plus en plus la une des médias avec des adolescentes qui se retrouvent victimes de telles pratiques et qui se retrouvent dans des situations de grande souffrance psychologique au point où certaines même se sont suicidées. Cela mène aussi certaines de ces jeunes femmes ou adolescentes à se retrouver exploitées sexuellement, en fait. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut passer next slide, again, next slide. Oui, je vais aborder cette question. Donc, les formes de violence en ligne recouvre également ces questions d'intrusion dans les comptes de messagerie électronique, les téléphones et autres appareils électroniques. Alors, dans ce cas-là, souvent, ce qui est fait, c'est qu'il y a une usurpation d'identité de la victime en ligne et l'envoi de courriels ou de spams, de contributions à des blogs, de tweets et d'autres communications en ligne qui sont faits à caractère, qui sont de nature injurieuse et qui sont faites au nom de la victime. Donc, usurpation d'identité. Next slide, please. Next slide. Thank you. Et donc, comme je disais, donc, ça peut mener à l'exploitation sexuelle de femmes et de filles. Et donc, bien entendu, les trafiquants de personnes utilisent en fait les technologies de l'information et de la communication pour recruter des victimes, pour les contrôler et les exploiter. Et ça a été reconnu par plusieurs agences des Nations Unies et autres agences, organisations intergouvernementales. Alors, puisque les recrutements ont lieu via de faux comptes en ligne ou de profils, et il a été relevé à nouveau donc, que les enfants sont particulièrement à risque et que la tendance à l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne est donc en croissance. Voilà, donc voilà ma présentation des différentes formes de violence en ligne. Alors, il est clair qu'il est difficile de lutter contre ces formes de violence en ligne à l'égard des femmes et des filles. Alors, pour un certain nombre de raisons, hein, du fait de l'anonymat des acteurs, du fait de cette dissémination d'informations qui est généralisée, qui est paraît incontrôlable, et pour d'autres raisons. Toutefois, un certain nombre d'actions concrètes peuvent être entreprises pour faire face à ce fléau et tenter de l'éradiquer. Et nous en parlerons donc certainement lors de notre débat qui va suivre. En ce qui nous concerne, bien évidemment, il nous revient d'œuvrer pour garantir une assistance juridique efficace et un meilleur accès à la justice des femmes et des filles victimes de telles violences en ligne et ainsi contribuer à notre niveau à leur protection. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Elisabeth. Ta présentation
a été très intéressante et tu as déjà établi le cadre juridique concernant les violences sur les réseaux sociaux qui ont lieu à l'égard des femmes. Nous allons passer maintenant à notre deuxième oratrice, qui est Madame Marie-Aimée Perron, qui est... Hélène, s'il te plaît, tu veux te mettre en mode mute? D'accord, voilà. Je pense que j'étais en mute, mais je vais m'y remettre. Merci. Non, mais ça va aller. Donc, nous allons maintenant parler essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que malgré tout, les réseaux sociaux peuvent-ils aider à promouvoir et à protéger les droits des femmes en général et des femmes victimes de violences en particulier? Notre oratrice, elle n'a pas besoin d'être présentée, mais tout de même, je suis contente de la présenter et de la compter parmi nos ferventes, nos membres les plus fidèles qui nous a suivis depuis le début de la formation de ce comité des femmes. Et donc, Madame Marie-Aimée Perron est actuellement vice-présidente du Conseil national des barreaux. Elle a été en 2018-2019 bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Elle est très attachée à l'égalité homme-femme et à la promotion de l'économie par le droit. Et donc, nous sommes honorés et fiers de l'avoir avec nous en tant qu'oratrice maintenant. Marie-Aimée, la parole est à toi. Buenos dias a todos. Good morning, everybody. That's a great pleasure to be with you yesterday, this day. Il faut couper le micro. Il est coupé? Si vous pouviez lui couper le micro. Voilà. Non, c'est toujours pas coupé. Comme quoi, sans la technique. Oui. Marie-Aimée Perron. I am not online. I am just here. C'est normal. Ah, mea culpa. Mea culpa, j'ai pas eu le temps de préparer des PowerPoint. C'est un petit peu chaud en ce moment. J'ai pas eu le temps de préparer. Chers amis, tous ceux qui me connaissent, si pour ceux qui sont en visio, c'est le problème de la visio. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Voilà. Buenos dias a todos. C'est bon. Ah, ça, c'est notre technicienne de l'UIA, la technicienne du jour. Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés que j'ai choisi le côté positif des réseaux sociaux pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Bien évidemment, et je vois que nous avons la présidente de la Fédération des barreaux d'Europe qui aurait tout aussi des réseaux sociaux. Je vois aussi Vinciane Gillet, notre amie belge, et comment nous, femmes, avec les associations, avec nos barreaux, avec nos avocats, nous mobilisons contre les violences faites aux femmes. C'est le premier point, c'est la communication et la mobilisation à titre collectif des avocats, des barreaux, des femmes et de tous, parce que messieurs, Monsieur le Président, c'est un honneur
que vous soyez à cette table ronde, parce qu'il est essentiel, messieurs, que vous soyez à nos côtés, que nous travaillons tous ensemble contre les violences faites aux femmes. Pourquoi? Parce que ces réseaux sociaux, nous le savons aujourd'hui, ils vont permettre d'organiser un lobbying, d'organiser des pressions. Et notamment, nous avons un exemple extrêmement récent, et je le dis malheureusement, pour la lutte, pour aider les femmes afghanes. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de tous et des hashtags, nous sommes toutes et tous mobilisés dans le monde entier pour aider non seulement les Afghans, bien sûr, mais surtout pour la lutte contre les violences faites aux femmes afghanes et aux enfants, bien évidemment. Et ça, c'est une mobilisation mondiale qui permet de coordonner des actions au sein des barreaux, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, pour organiser tout cela. Et ceci va permettre à la fois de mettre en avant des tribunes. J'ai un exemple qui date il y a 15 jours, pas plus tard qu'il y a 15 jours, où avec deux jeunes avocates qui s'appellent Rachel Flore Pardo et Karen Noblensky, Rachel Flore étant la fille de notre consoeur Laurence Krief ici présente. Ces jeunes femmes rédige une tribune. Il s'avère qu'en France, je pense malheureusement comme dans beaucoup de pays, lorsqu'une femme victime de violence se présente dans un commissariat, on interdit à son avocat de rentrer à ses côtés pour déposer la plainte. Et donc, ces deux jeunes femmes, ces deux jeunes avocates du barreau de Paris, ont rédigé une tribune et nous en ont saisi de façon à ce que nous les aidions à les promouvoir, d'une part par la signature de ces tribunes, mais ensuite de la promouvoir. Et comment est-ce que on la promeut? D'abord, par la signature de talents. Je sais que Dominique Attias l'a signé, que Françoise Eke, que bon nombre d'entre nous l'ont signé, d'avocats français, mais aussi d'en assurer la promotion sur les réseaux sociaux grâce au hashtag, et surtout en interpellant nos gouvernants, nos ministres, en interpellant nos parlementaires. Et c'est dès le lendemain, pour vous dire, nous avons assuré une telle promotion de cette tribune que dès le lendemain, coup de téléphone de notre ministre de l'Intérieur, on veut vous voir, vous venez déjeuner avec nous, et on met en place une circulaire à tous les commissariats de façon à leur donner instruction que lorsqu'une femme victime de violence se présente avec un avocat, on laisse entrer l'avocat et qu'il l'assiste aussi dans le dépôt de sa plainte. Voilà, ce sont des combats que nous menons tous ensemble, principalement, et je le dis, grâce à nos jeunes, parce que c'est eux qui sont beaucoup plus doués que nous sur ce type de réseau. Alors maintenant, nous nous adaptons et nous apportons, nous, notre support, et surtout, c'est comment nous organisons une défense massive de ces femmes victimes de violences, comment nous organisons, nous, tous ensemble, et dans tous les pays. Parce que l'exemple que je vous ai donné des femmes afghanes, c'est aussi l'exemple, à titre individuel, que l'on va assurer la défense d'une femme, et notamment d'une femme extrêmement emblématique. Et nous en avons fait une femme emblématique, qui est Nasrin Sotoudeh, avocate en Iran, qui a été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet parce qu'elle défendait des femmes tout en portant, elle, le voile. Elle défendait des femmes qui refusaient de porter le voile. C'est toute cette promotion qui fait que nous décidons tous ensemble de mettre en place un hashtag. Nous décidons tous ensemble de faire ensemble une campagne de communication sur les réseaux sociaux, que nous créons des événements, que nous relayons ces événements. Et en cela, ces réseaux sociaux sont extrêmement favorables. J'ai bien entendu notre consoeur qui intervenait sur tout le harcèlement et le cyberharcèlement. Nous en avons tout à fait conscience. Mais c'est également
la mobilisation pour non seulement lutter contre ce cyberharcèlement, et aussi pour aider ces femmes victimes de violences, de pouvoir s'en saisir, d'avoir un porte-voix, et que nous allions tout de suite à leur aide et assurer leur défense aussi sur les réseaux sociaux, dont il faut effectivement, comme l'a très bien présenté notre consoeur, s'en méfier. Voilà, donc c'est comment, grâce à des conférences, grâce à des visioconférences aussi, nous assurons cette promotion des luttes contre les violences faites aux femmes, parce que je suis persuadée que c'est aussi une question d'éducation, et surtout que la honte change de camp. Voilà, c'est indispensable pour nous. Alors, l'autre point extrêmement positif que je retiendrai pour les réseaux sociaux contre les violences faites aux femmes, c'est aussi pour nous de nous organiser en réseau. De nous organiser en réseau, parce que le confinement nous a démontré qu'on pouvait parfaitement se voir en visioconférence. Alors c'est vrai que nous en avons tous assez, et merci Monsieur le Président, nous sommes ravis d'être plus de 600 à Madrid en présentiel, c'est ce qui démontre le besoin pour nous tous de nous rencontrer, mais néanmoins de pouvoir constituer des groupes et organiser des visioconférences ensemble, et des réseaux comme l'UIA le fait, comme l'Association internationale des femmes africaine le fait, et qui permet là aussi de fédérer, grâce aux réseaux sociaux, les femmes et les hommes du monde entier, et d'organiser ensemble des conférences internationales sans avoir à se déplacer. C'est bien pratique aussi. Et quoi qu'il advienne, nous savons qu'il restera de ce confinement cette possibilité qui soit tout à la fois, comme nous le faisons aujourd'hui, d'être en présentiel, mais aussi d'être en visioconférence. Donc c'est là aussi un point qui est fondamental. Donc cet usage des réseaux sociaux sur les networking groups, sur LinkedIn et autres, permet d'assurer cette solidarité des avocats et des femmes du monde entier, dans le monde entier, grâce à tout cela. Et ceci, tout simplement au nom des principes de la liberté d'expression, de la communication qui est absolument nécessaire, qui doit toujours être adaptée et proportionnée. Mais il est clair que ceci permet de nous mobiliser tout ensemble, toutes et tous ensemble, de façon à assurer la défense de ces femmes, la défense sur les réseaux sociaux de ces femmes. Et en cela, c'est absolument fondamental, parce qu'il va permettre de diffuser, d'abord, obtenir l'information, parce que bon nombre de femmes ne peuvent pas sinon faire connaître les violences dont elles sont lorsqu'il y a besoin d'une mobilisation. C'est ce que nous faisons avec l'ensemble des hommes et femmes sur cette planète, qui permet d'avoir cette mobilisation mondiale. J'ai certainement oublié de vous parler de tas de choses passionnantes, mais c'était en substance mon intervention. Et j'aurais un petit sourire, mais comme bon nombre d'entre vous, nous nouons des amitiés sur Facebook. Vinciane, nous nous sommes connus grâce aux réseaux sociaux. Un certain nombre d'entre vous, nous sommes connus grâce à ces réseaux sociaux, et nous avons noué des liens d'amitié qui permettent, le jour où on se voit en présentiel, en disant « Ah, mais qu'est-ce que je suis contente de te faire ta connaissance en présentiel », parce que on lutte sur les mêmes choses. Et vous remarquerez très souvent que ne serait-ce que sur les retweets, pour ceux qui vont sur Twitter, où on s'aperçoit qu'on retweet les mêmes choses et qu'on va utiliser ces mêmes hashtags, et on va s'organiser
pour le même jour, à la même heure, avoir une déferlante. Une déferlante qui soit en France, aux États-Unis, en Italie, enfin partout dans le monde, où tout le monde, tous ensemble, nous allons nous concerter. Et ça, c'est essentiel contre les violences faites aux femmes. C'est indispensable que nous ayons cette mobilisation parce que plus jamais ça. Nous aussi comme un slogan, plus jamais ça. On avait adopté avec Dominique We can do it, et là maintenant plus jamais ça. Et donc ça va être notre devise et nos deux devises pour aller de l'avant concernant la protection des droits des femmes qui sont victimes de violences. Oui. Pardon, j'ai juste merci Elisabeth d'en avoir parlé tout à l'heure et de vous dire que nous avons le bonheur d'avoir au 1er janvier prochain une 4e femme, donc elle sera 222e et 4e, donc qui prendra les rênes du barreau de Paris. Et donc, lorsqu'on vous invite à Paris et le Conseil national des barreaux mettra son auditorium à disposition, sachez-le, et que nous allons faire cela en concertation avec la Fédération des barreaux d'Europe. Bien évidemment, c'est aussi avec le barreau de Paris, et Julie Couturier m'a d'ores et déjà indiqué qu'elle serait présente à nos côtés pour ouvrir ce comité des femmes, outre justement ces membres du gouvernement que là encore nous mobiliserons en France de façon à être présents et assurés. Vous savez qu'en France, en ce moment, nous avons une proposition de loi qui est tombée sur 30% sur des quotas, mettre en place des quotas, plus seulement dans les conseils d'administration, mais aussi dans tous les comités de direction. Et nous l'avons fait au barreau, et ça a été indispensable, et ça permet maintenant d'assurer l'égalité au sein des barreaux, et c'est super. Voilà. Et donc, nous aurons grand plaisir à vous accueillir à Paris. Merci à Elisabeth d'avoir eu cette idée et cette initiative. Bon. Alors, nous allons continuer maintenant à examiner les différents points de notre axe principal aujourd'hui. Et nous allons parler tout de suite également des droits et des menaces concernant les femmes sur les réseaux sociaux. Et c'est notre consoeur de Dubaï, Nadia Abdelrazak, qui a rejoint l'UIA justement pour faire partie de ce comité des femmes. Nadia she's a founder of her own law office. She's the founder of Nadia Abdelrazak Advocacy and Legal Consultations in Dubai. And she's a member of different local and international legal organizations, such as Emirates Association for Lawyers and Legal, Emirates Human Rights Association, Arab Lawyers Union, et puis évidemment l'Union internationale des avocats. She gives free legal assistance in cooperation with different entities and associations and in UIA, and c'est une fervente défenseur des droits des femmes. Nous avons le plaisir donc d'accueillir en ligne Nadia Abdelrazak qui nous rejoint de Dubaï. Can you please have the connection with Nadia Abdelrazak? Is she connected? Not yet? No? No? Qui est connecté? Nous avons qui? Patrick Rizzo et qui? Non. There is a PowerPoint for Nadia also. You don't have it? But she's not connected? Okay. Peut-être, oui. Donc, nous allons passer, en attendant qu'elle puisse se connecter. You can see when she's connected. You can see it on your screen. Okay, we will wait for her then. But now, nous allons passer à un troisième point, un différent point, qui concerne la protection des femmes sur les réseaux sociaux à travers la cybersurveillance, le contrôle de cybersurveillance. Et c'est notre consoeur Mareike Hiesing qui a également rejoint l'UIA pour faire partie de ce comité des femmes. Et je la remercie pour cela. Mareike est junior partner au cabinet d'avocats Oppenhof en Allemagne.
et elle est membre du barreau de Cologne et elle détient une maîtrise en droit français. Depuis plusieurs années, elle travaille notamment dans le domaine du contrôle des exportations et des contrats avec un focus sur les hautes technologies. Elle s'engage pour la promulgation des droits des femmes dans le domaine de la haute technologie, entre autres en ce qui concerne le forum Cyber Women. Alors, Malek, tu es la bienvenue et donc tu vas nous parler du Protecting Women's Rights through Cyber Surveillance Control in Social Media. Bienvenidos, bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Thanks for having me. I'm very happy to talk to you today about something a little bit different, maybe from the other presentations so far, concerning things that have to be done offline in order to protect women's rights online. And cyber surveillance is one topic, which is, of course, something which has a great impact on social media. Yeah, perfect. And I would like to give you a little insight on what has been done recently in the domain of cyber surveillance control or export controls of cyber surveillance tools in order to protect human rights and, of course, women's rights. Okay, perfect. So the export of cyber surveillance software can sometimes be used for the violations of human rights. We have seen that in the recent years, and unfortunately, there are also cyber surveillance tools are also used for women's rights violations. And that's a topic that has been becoming more and more in the focus also of European and also international or American export controls. I think we all know that cyber surveillance tools can be used for very useful purposes. One example is only, for example, the tracking of child pornography or women's exploitation, things like that. Cyber surveillance is often used to find videos online of victims, but unfortunately cyber surveillance can also be used for malicious purposes. And I would like to talk to you, or to give you first a little background on cyber surveillance tools, and the export controls plays a very important role in this subject. And to talk to you, give you first a very small overview about export controls, because I think it's very important to understand the framework in order to understand the recent evolution. Oops, sorry. So we are talking mainly about so-called dual-use items, bien double usage, which are products, software, technology that can be used for civil use or also for military purposes. And since they're very sensitive due to those dual utilizations, they are specifically controlled by the European Union framework and also on an international level. Two categories of listed items that are specifically controlled are computers and telecommunication and information services. And as you can well imagine, cyber surveillance tools are IT technology and IT security tools, and are therefore sometimes listed in those specific control lists that state that whenever a product is on this list, the exporter has to apply for an export license, and in that framework it is of course also taken into consideration whether those tools in the end-use country could be used for human rights violations or also for women's rights. I think we all know, the content on the web is enormous. I mean, only those of you who use, for example, LinkedIn or Facebook, I have recently experienced it again myself. I was trying to find an article again that I've been seeing on LinkedIn, and it was nearly impossible for me to find it because there had been so much content coming in since then that it was nearly impossible to find. So one can imagine that when there is a woman, for example, in Iran, dancing in front of her camera to put a video on Instagram, and she's not wearing the appropriate clothing considered appropriate in her country, that is something that could be maybe pass unknown
because of all the millions of contents online. So many countries have installed well-staffed cyber surveillance task force with the police, for example, in order to track these videos and to pursue women or other people who are considered displaying inappropriate behavior online. There has been a report of the Freedom House, which is a platform that is studying cyber content and cyber violations, and they have discovered that there's an advanced spend their days in front of a computer searching for inappropriate videos, but they also use cyber surveillance tools because, as I just mentioned before, it is very difficult to find all content considering the huge mass of information online. So 89% of the internet users in those 65 countries are constantly monitored. And cyber surveillance tools are essential for those regimes because, as I said, the human eye is only so, or the human person is only so capable of working 10, 12 hours a day. But the capability of cyber surveillance tools to scan a huge amount of information in a very little time, using now also, of course, artificial intelligence tools to continuously advance these programs and improve these programs, allows the regimes to increase their target finding. I think we are all very well aware of the most recent headlines in the news of women arrested in Iran because of videos of her dancing, social media, which has also been tracked 10 years after the Arab Spring to still find persons who have, according to the regime, posted inappropriate content. An Iranian girl who did some video montaging and now was jailed for 10 years because of so-called inappropriate behavior. And those are only some examples I found online or I wanted to cite. And TikTok, for example, is also something I personally do not use, but considering the very small time that is given in a TikTok video, the amount of videos posted online is even greater than what has been going on YouTube, for example. So the mass of information is continuously growing online, and therefore regimes have an even stronger need to use cyber surveillance tools. And legal framework also in export controls has been the Arab Spring. Just after the Arab Spring, it was discovered that many European countries had exported their own cyber surveillance tools, which had then been used during the Arab Spring to track down regime critics, and therefore it has been discussed during many years in the European Commission during their intervention to create a new legal framework of dual-use controls of exports to make a more important focus on human rights. And what is a bit of a shame is that the new regulation talks about human rights, of course, and the protection of human rights and why we need to stronger control cyber surveillance tools in order to protect human rights. But women's rights are not mentioned in the framework. Of course, we can say, you know, human rights cover women's rights, maybe, or it's maybe not a term that's present enough in the commissions yet. But I think it's a first step towards a freer environment also online for women. Because as you can see in those headlines, social media can become a very important threat to women's rights because they can be easier tracked down
focus on what is then going on offline after. Catch-all clause, which basically states that all items, independent of whether they are listed or not, all cyber surveillance items, meaning items that can be used for the tracking of people online and other things, even if they are not listed in the regulation itself, they are controlled if there are some indications that they might be used for human rights violations. So that means that if there is a member state of the EU that discovers that certain products from a European software provider, for example, are supposed to be exported to Iran, and there are some indications that there might be human rights violations, then even if this product itself is not listed, they can decide that it has to be export controlled, meaning that there is a very strict procedure on the end user, who's the end user, what is going to be used for, statements, what it's going to be used for have to be issued, and there's a very strict control of whether this export can be authorized or not. And so it's a very strong advancement also for women's rights, because it means that those tools that create a very strong threat for women's rights. So what does it mean in practice? It means that exporters have to carry out a more strict due diligence process. That means that they have to check very carefully where is this product going to end up. Is the person in the end of the day? So is it really going just to a civil organization, or maybe is it transferred to someone else in the end? And something which is very, very important I would like to highlight is the intergovernmental cooperation and information management. Like the internet, a web of information between the authorities in order to increase control and to reduce dangers due to those cyber surveillance tools. There will also be, or now there is, a list of export authorization refusals, which is also very important in order to avoid that one product that was maybe not authorized by the German authorities will then be authorized by the French authorities because they were not informed about the dangerous end use.
So those are only some of the new control mechanisms that have been introduced this year. And I'm very happy that these amendments have been made, even if they today go under the title of human rights protection. We all know that they also give a great advantage to women's rights protection, especially on social media, because the less women can be tracked down displaying what is considered by their regimes inappropriate content, the less the danger will be for them to be imprisoned or threatened in any other way. Thank you for your attention. I'm very happy to answer any questions and having been here. Thank you. Thank you, Marie. Well, I think now that Nadia has joined us, she is connected already. Yes, Nadia? Can you hear me? Nadia, do you hear me? Yes, hi, Nadia. Thank you, Elizabeth. We have already introduced you, but you were not connected yet. And now that you are here with us, please, the floor is yours to talk to us about the rights and threats concerning women on social media. So thank you very much for your participation, and the floor is yours. Thank you very much, Elizabeth, for your nice introduction. And good afternoon, my dear colleagues. I'm pleased to be with you today on the virtual platform to present my speech about women in the era of social media, and to highlight on Emirati women who have received special attention from our leadership and related laws. My title of speech will be about women in social media, rights and threats. The first slide. With the development of a new media and the information technology revolution, contemporary media is no longer just a tool for delivering knowledge and providing people with the news or of entertainment. Rather, it has become an effective tool in shaping public opinion, which is no longer a future for information or news only. And recently, the role of social media has increased. The second slide, please. It is no longer limited to being a means of communication between individuals, but rather it has become the most important tool for influencing people's ideas and educating them. There is no doubt that its growing impact in the Arab region and the world did not come from emptiness, but rather as a result of several factors, the most important of which is the continuous increase in the number of its users in recent years than before, in which it leads to the exchange of ideas and opinions related to the particular issue to a large number of people in different regions of the world, and to making of the international public opinion that supports some issues and sometimes result in a positive change. Otherwise, we may fall into the trap of media misinformation and negative impact on public opinion when it's employed in a certain way for improper purposes, even if the means of communication have advantages. However, it is not without negatives and defects that as it can be a way to spread extremist ideology or discrimination and other immoral methods that can negatively affect the societies. Social media has become a qualitative leap in the world of digital media, as it has made the world a small village, especially as it allows the creation and sharing electronic content, such as images and videos over the internet. It also provides an important window for interaction between individuals. Therefore, it can be described as globalization media that does not adhere to the national borders of the countries. Rather, it presents invisible virtual borders through information communication networks. The next slide, please. We believe that social media has greatly affected social and political upbringing, especially to the youth who use it most, whether on the positive side, such as using the social media as a tool to spread positive values such as loyalty, belonging, and active participation in building and developing nations,
or on the negative side, where it contributed significantly to the decline of the role played by the family, as it does no longer the one that guided the mentality of young people, because social media controlled their minds and began threatening many of the values that the family was keen on. Although the open virtual space was a breakthrough for women that they had not achieved before, it increased the possibility of their exposure to electronic violence as women in general, and women working in public affairs in particular, are subjected to campaigns of discrimination and defamation based on gender. While threats, insults, and some type of harassment are an explained form of violence, and social media may be a cause of violence against women. Violence and abuse against women take many forms, including direct or indirect threats by using physical or sexual violence, privacy violation, sharing a picture of a woman without her consent, regardless of the position of the picture, bullying, racism, hatred, and campaigns directed toward women. In addition, there is another type of implied violence that is no less dangerous, which is violence against women that takes the shape of humor, where pages are spread on social networking sites with a declared goal of entertainment, but the content is based mainly on ridiculing the idea of strong, independent women and working to portray that type of woman in a way they are forced to entering this category. The next slide, please. This is contrary to the reality, because women have now become a cornerstone in the working society that cannot be dispensed with, yet they perform better than men in many areas. Violence and abuse on social media platforms are increasing against women day after day, in its many forms, often without holding perpetrators accountable. This would have an adverse impact on the right of women to express themselves freely without fear. The next slide, please. It can be said that if all the new theories of communication and media agree on the increasing role of social media, especially with the digital revolution that the world is experiencing today, then it is necessary to make greater use of the opportunities offered by it, as it is considered the most important tool for upbringing and shaping awareness among young people. At the same time, it is required to be controlled and organized so that it does not turn into platforms for spreading extremist ideology or bullying and spreading rumors. We believe that it is possible to put an end to this number of violence and abuse against women. To clarify, the social media platforms in their various forms shall place some real information on public regarding the nature and levels of violence and abuse against women, and how they deal with complaints related to such abuse. The reporting mechanism for such violation must also be improved to ensure the proper application of its own rules and to respond to complaints of violence and abuse in a better way. The next slide, please. We have an example in my country that's similar of some authorities which provide safety and privacy for providing this information from the women's side, which is Al Amin service by Dubai Police, Aman in Abu Dhabi, which are the main means that deliver security information to the competent authority that would protect society from many or any negative effects, achieve security and safety. More effective measures should be taken to educate users and increase their awareness of the security and privacy aspects of its platform that would help women go through a safer experience. The next slide, please. The Dubai Foundation for Women and Children also provides shelter services to all women and children who are victims of domestic violence and human trafficking, and rehabilitates them psychologically and socially in accordance with international best practices. Emirati Women's digital leadership is part of a pioneering digital system in the UAE. We have many achievements in which women take the lead
and promote the vision of a safe, positive digital society with the framework is going through. Digital revolution is the future, and the presence of women in decision-making, research, and business centers is important to the whole society. The UAE, please the next slide. The UAE had a proactive vision and guidelines for the future by employing artificial intelligence in all fields and developing a comprehensive, empowering approach for women in the digital space, as they are the basic unit of the society. The United Arab Emirates also has been proactive in this regard, as it issued law number 5 of 2012, combating cybercrimes, where Article 20 of it stipulates punishable by imprisonment and a fine from 250,000 to 500,000 dirham, or either of these two penalties, whoever insults or accuses another person of a matter of which he shall be subjected to punishment or being held in contempt by others by using a computer network or an electronic or smart information technology means. In addition, Article 21 of the same decree stipulates punishable by imprisonment for a period of at least 6 months and a fine from 150,000 to 500,000 dirham, or either of these two penalties, whoever uses a computer network or an electronic or smart information system or any information technology means for the invasion of privacy of another person's and other than the cases allowed by law. We have also the law number 11 of 2019, combating discrimination and hatred, the 6th article of which stipulates that punishable by imprisonment for a period of at least 5 years and a fine from 500,000 to 1 million dirham, or either of these two penalties, whoever commits an act that would cause any form of discrimination by one of the means of expression or by using any means. Finally, it can be said that Emirati women have gained the privacy that the majority of women in the world do not have. The UAE takes care of women's value as an active individual in society, and the leadership provides them ongoing support and all the necessary opportunities to learn and work and preserve the rights among the family and community environment. Thank you very much for listening. I'm privileged to be part of all success to protect women's rights in social media. I would like also to invite you to visit my country during the global event of Expo 2020. Give sur le panel un confrère, Maître Patrick Rizzo. Patrick, c'est un fidèle défenseur des droits de l'homme. Déjà, quand j'étais présidente de la Commission des droits de l'homme, il était chaque année à nos côtés pour contribuer à discuter, examiner un des thèmes d'actualité pressante dont nous parlions dans chacune de nos sessions de travail durant les différents congrès de l'UA. Et cette année aussi, nous avons le plaisir de l'accueillir en tant qu'orateur dans notre comité des femmes et dans cette session de travail aujourd'hui sur les violences faites aux femmes sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons fait le tour de la question concernant les différentes formes de violence et puis ce qui se fait dans certains pays
vie, le contrôle qui peut être donné et comment on peut tous se mobiliser pour pouvoir quand même utiliser les réseaux sociaux au profit de la sauvegarde et de la protection des droits des femmes et aussi de la promotion de ces droits. Avec Patrick, nous allons examiner quels sont les recours dont peuvent disposer les femmes victimes de violences à leur encontre sur les réseaux sociaux. Donc, quels sont les recours contre les auteurs de ces violences? Existe-t-il de tels recours? Serait-il des recours administratifs, des recours judiciaires? On va voir ça avec Patrick. Patrick, je suis très heureuse de vous accueillir avec nous. Vous êtes connecté? He's already connected, hein? And he has a presentation also to... Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Allô, allô? On vous entend bien. Très bien, merci. Tout d'abord, Madame la Présidente, je tiens à vous remercier, chère Elisabeth, de la possibilité que vous m'offrez de dire quelques mots sur la situation des violences faites aux femmes sur les réseaux sociaux et en ligne. Le constat que nous pouvons faire aujourd'hui est catastrophique, puisque dans le monde entier, les femmes sont 27 fois plus susceptibles d'être harcelées en ligne que les hommes. En Europe, 9 millions de filles ont déjà été victimes d'une forme de violence en ligne quand elles avaient déjà 15 ans. Selon un rapport des Nations Unies, 73% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences en ligne. La situation est catastrophique en France. Je vais peut-être vous demander de passer la deuxième page. Next. La deuxième page de mon intervention. Allô? Alors, comme vous pouvez le constater, les violences faites en ligne ont été détaillées ce matin et nous, avocats, nous devons absolument être en mesure de faire face à la situation par les moyens et les outils qui sont mis à notre disposition. En France, les dispositions pénales existantes sont importantes, puisque nous avons la possibilité, à la faveur de la loi qui prévoit que les faits de harcèlement sexuel sont aggravés lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. D'autre part, la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique qui précise que le consentement à la captation de l'image ne vaut pas le consentement à la diffusion de l'image et aggrave la peine lorsque l'image présente un caractère sexuel. Vous pourrez constater, je ne vais pas lire ce que je vous ai écrit, je vous laisse le soin d'en prendre connaissance, mais je me permettrai donc de faire quelques observations sur les recours qui sont possibles. En France, la jurisprudence en la matière est très limitée, puisque la diffamation, l'injure à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle en ligne n'ont fait l'objet que de 58 signalements. Alors, je tiens à indiquer, en France, il y a de graves problèmes qui se posent pour les avocats. En effet, il n'y a que 58 signalements relatés par la jurisprudence, ceux qui ont été traités
par la justice, ce qui est absolument insuffisant. Quels sont les outils qui sont offerts aux avocats? Tout d'abord, il y a un problème en France qui est le suivant. Les plaintes qui sont déposées, alors j'emploie le mot plainte, en réalité, les services de police souvent refusent de prendre les plaintes et se contentent de faire des mains courantes, ce qu'on appelle des mains courantes, ce qui n'est pas une plainte et qui n'oblige absolument pas le procureur de la République de poursuivre les faits qui sont dénoncés. Il y a donc lieu, à mon sens, d'abord pour les avocats, comme l'a d'ailleurs rappelé Madame la bâtonnière tout à l'heure, un effort important pour que nous soyons présents lors du dépôt de plaintes et que nous veillons à ce que les plaintes soient déposées et qu'elles soient suivies. La Convention d'Istanbul, curieux problème pour la Convention d'Istanbul, c'est qu'elle a été élaborée dans un pays qui a refusé de l'appliquer. Cela étant dit, il y a des contraintes qui sont absolument nécessaires et qu'il faut faire observer. Tout d'abord, à notre disposition, nous avons le fait qu'en droit interne français, comme dans tous les pays de l'Union européenne et de la Convention du Conseil de l'Europe, à ce que considérer que les violences en ligne faites à l'encontre des femmes sont une atteinte à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il constitue une discrimination. La discrimination visée à l'article 14 de la Convention assure que la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe. Cela signifie, au terme de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il convient de vérifier pour nous, avocats, que les mesures opérationnelles de protection, telles qu'elles sont dévolues par le législateur en Europe, soient respectées et appliquées, que l'accès au recours judiciaire soit pleinement reconnu, que la nature des recours qui sont exercés soit clairement définie et respectée, que le principe de non-discrimination que je viens d'indiquer, garanti par l'article 14, soit également respecté. Et alors là, il y a un point important, c'est le principe d'enquête approfondie et effective. Il faut qu'il y ait une enquête approfondie et effective. Il ne s'agit pas simplement de dire on a déposé une plainte. Il faut que les autorités judiciaires et policières fassent une enquête approfondie et effective. Cela sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. À défaut d'accomplir les diligences nécessaires, les États peuvent être reconnus responsables de ce déni de justice qui peut résulter d'une situation dans laquelle les enquêtes ne sont pas régularisées dans les délais impartis. Il y a le principe de diligence. Le principe de diligence veut dire, comme le problème de l'enquête approfondie, l'enquête doit être exercée dans un délai raisonnable. Il n'est pas admissible que certaines plaintes prennent des années avant qu'elles ne soient assurées d'une gestion effective par une condamnation ou un procès. Ces divers points garantis par la Cour européenne des droits de l'homme doivent nous conduire à faire respecter au niveau de chaque État et à tous les niveaux de toutes les juridictions le respect des règles édictées par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et par aussi, je pense, qui sont applicables également, les articles qui sont garantis par la Convention d'Istanbul. En fait, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte européenne sociale et la Convention de lutte sur la traite des êtres humains sur Internet, ainsi que les traités internationaux garantis par les Nations Unies, doivent être exécutés, respectés et accomplis. C'est le travail des avocats. Les avocats ne sauraient se contenter d'être béats devant de nouvelles lois
qui ont l'avantage d'être séduisantes, mais si elles ne sont pas marquées par une application effective et concrète, et donnent naissance à des délits de justice. En conséquence de quoi, je pense que la situation en France, comme dans le monde, est catastrophique. Elle est catastrophique parce que, d'une part, il n'y a pas les moyens pour appliquer les lois qui sont élaborées, et d'autre part, les lois qui sont élaborées ne sont pas suffisamment comprises par les autorités judiciaires et policières qui sont chargées d'en assurer l'application. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire. Je me suis limité à 10 minutes, Madame chère Elisabeth, comme vous me l'avez demandé. Maintenant, je suis prêt à approfondir si cela était nécessaire ou répondre aux questions. Nous avions besoin de savoir quels sont les instruments qui sont à la disposition des avocats pour pouvoir justement assurer l'accompagnement et l'aide à ces femmes qui sont victimes de violences sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant ouvrir les débats et je voudrais en premier demander à Madame Dominique Attias si elle a des commentaires à faire en quelques minutes. Puisque de toute façon, vous êtes exprimé dans toutes les sessions, alors a fortiori dans la session du comité des femmes. Bon. J'ai compris, je suis bavarde et je me mêle. Mais non, pas du tout. Alors, moi je suis également extrêmement positive concernant les réseaux sociaux. Et je suis tout à fait d'accord avec Marie-Aimée. Évidemment, il y a les harcèlements, tout ce qu'on peut savoir, etc. Mais maintenant, c'est aux femmes, accompagnées des hommes, mais d'abord aux femmes, de prendre le lead et de partir pour conquérir de nouveaux espaces. Première question, et là ce sont les femmes qui doivent s'en saisir, et nous devons aussi élargir notre monde. Alors, nous devons nous saisir des problématiques des codages, de tous les systèmes informatiques qui, pour le moment, sont entre les mains des hommes. Et c'est une vraie réflexion que nous devons avoir et que les jeunes doivent avoir, parce que nous, on est quand même un peu dépassés dans ces histoires-là, c'est que si nous créons notamment des systèmes fabriqués par des hommes, ça va encore retarder cette évolution qui est en marche. Donc ça, c'est une première réflexion, mais c'est une réflexion pour appeler, j'allais dire, à ce que les jeunes femmes, et pas seulement nos consoeurs, les jeunes femmes se mettent dans ces domaines-là. C'est absolument fondamental. Autre chose fondamentale, même si nous sommes, j'allais dire, avocates et ensuite avocats à la manœuvre, nous devons élargir
les femmes. Nous sommes là aussi pour nous entraider. Ça veut dire avec les problématiques que nous n'avons pas. Ce mouvement car les femmes sont 52% dans l'humanité. Et pour agir au niveau des c'est pas nous, avocates seulement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est formidable, Elisabeth, ce mouvement. Et c'est formidable qu'à 9 h du matin, vous soyez hommes et femmes ici. Vraiment, merci. On a besoin de vous, messieurs, mais vous relayerez nos messages. Car si vous êtes en première ligne, une fois de plus, on dira, évidemment, ce sont les femmes et les femmes sont derrière. Non. Désormais, aidez-nous à être mis en lumière. Aidez-nous à avoir cette visibilité, aidez tous ces femmes.
passe, pour les sensibiliser à ce qui peut et aussi à la dangerosité de ces outils, de manière effectivement à ce qu'on évite, ce à quoi on assiste de plus en plus, à ces suicides suite à ces sans-amis, ces enfants qui sont condamnés parce qu'ils ne sont bâchés des réseaux sociaux. Voilà, c'est un travail d'éducation et à mon sens, nous, femmes, hommes, avocats, hommes de loi, devons investir pour effectivement de nouveaux pouvoirs peuvent aussi être dangereux et pousser certains jeunes non encore construits ou structurés au suicide. Donc on a, à mon sens, un domaine d'intervention qui est aussi de la pédagogie dans les écoles, dans les lycées, pour leur dire, voilà, c'était les quelques observations que j'avais à faire. Récemment, et voilà. Alors il existe bien évidemment des associations, moi je pense à une association Stop Ficha, qui assiste des jeunes bénévolement. C'est une association qui est née pendant le confinement, parce que c'est précisément pendant le confinement qu'il y a eu une recrudescence des violences, puisque comme les jeunes ne se voyaient plus en présentiel, le téléphone, les réseaux étaient devenus des outils d'une violence inédite, violence amplifiée. Quelqu'un voudrait des commentaires ou poser des questions aux intervenants? Donc, mais j'aurais été intéressée par une étude peut-être beaucoup plus ciblée pour voir et pour comprendre pourquoi, à nouveau, il y aurait plus de violence via les réseaux sociaux à l'encontre des hommes. Bah oui. Apparemment, si j'ai bien entendu la présentation, peut-être qu'il est toujours en ligne, il disait qu'il y a 57% de probabilité ou que ces violences sur les réseaux soient faites aux femmes. Donc je me suis dit la même chose, c'est que c'est un phénomène propre aux réseaux sociaux, mais apparemment, même dans ce phénomène, les femmes sont plus exposées. Je crois aussi que caricaturé en disant c'est vos histoires de bonnes femmes, il y en a marre. De cette violence sur les réseaux sociaux, et si on arrivait à avoir des statistiques pour dire, vous voyez bien qu'à nous, font que lorsqu'il s'agit d'une femme, je ne sais pas, il faut voir ce phénomène de plus près. Mais effectivement, ce sont les femmes qui sont surtout victimes de ces violences. Et puis de toute façon, notre thème aujourd'hui, c'était les femmes victimes des violences. Il existe des hommes qui pourraient être victimes de violences sur les réseaux sociaux, mais on voulait justement cibler aujourd'hui cet aspect de la violence online qui va continuer la violence offline sur laquelle on était en train de travailler. Mais je crois justement que parce que
je ne sais pas, les femmes, les filles, elles sont peut-être plus confiantes sur les réseaux sociaux, elles se laissent faire, ou bien elles sont plus Je relève ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Il faudra peut-être également s'intéresser à cela. Merci beaucoup pour votre commentaire. D'autres commentaires ou questions? Est-ce que nos orateurs sont toujours... They are still on the line, the speakers? The speakers are still connected? Quelqu'un de nos orateurs voudrait intervenir, répondre à ce qui a été dit? Would you like to have some comment? Non. Eh bien voilà. Je vous remercie à vous tous, à vous toutes. Et nous allons rester... Oui, who wants to speak? C'est Hélène ou Nadia? On t'entend pas, on t'entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Donc, je voulais juste rajouter un petit point sur le fait que, bien sûr, il y a un rôle qui est à jouer par les États, par le gouvernement, par nous tous, par les avocats, les juges, les polices, etc. Il y a aussi un rôle majeur qui doit être joué par les entreprises, puisque les entreprises qui fournissent ces plateformes de réseaux sociaux, elles ont un rôle actif à jouer lorsqu'elles sont contactées par les personnes qui leur demandent de retirer des informations sur les réseaux sociaux immédiatement, donc c'est très important. Elles ont un rôle à jouer pour coopérer avec les autorités de police et judiciaires lorsqu'elles sont sollicitées par elles. Et aussi, elles ont un rôle proactif à jouer. Et je voulais finir donc sur une note un peu positive en disant que lors du Generation Equality Forum, donc du Forum Génération Égalité qui a eu lieu cet été en 2021, qui a été organisé par UN Women, ONU Femmes, les entreprises, donc c'était Facebook, Google, TikTok et Twitter, se sont engagées à réduire les agressions en ligne contre les femmes, donc à jouer un rôle plus positif, à prendre des actions plus positives pour réduire les violences contre les femmes en ligne. Donc je crois que ça c'est vraiment un grand pas et ça a été relevé comme un grand pas pour lutter contre les violences en ligne contre les femmes. Merci. Merci Hélène. D'autres commentaires? Alors ça va. C'est ça le droit à l'oubli également dont on parle souvent concernant tout ce qui est publié sur Facebook ou qui a changé de nom comme Internet et tout ça et qui pose un grand problème ce droit à l'oubli une fois qu'on a posté. Là aussi, il faut travailler sur ce sujet-là également. Voilà, nous avons beaucoup à faire. Mais au moins, nous savons ce que nous avons à faire, ce qui est déjà très bien. Nous savons où est-ce que nous voulons aller, à quoi nous voulons aboutir. Grâce à vous tous, avec vous tous et toutes, j'espère que nous allons y arriver. Chacune de vous représente un ballon. Si vous ne représentez pas des membres collectifs de l'UA, vous êtes des membres individuels, membres collectifs. Et donc, ensemble, nous allons travailler pour atteindre nos objectifs concernant cette violence faite aux femmes, en ligne ou hors ligne, et au moins jouer notre rôle en les accompagnant. Et quand je dis accompagner, j'insiste sur le rôle de l'avocat. Ce n'est pas seulement quand il y a un procès en justice que l'avocat joue un rôle. Déjà, en amont, il a un rôle très important de faire connaître les droits, d'expliquer ce qui peut être fait, de dire à ces femmes comment elles peuvent se protéger si elles ne veulent pas aller en justice. Donc, c'est très important notre rôle d'accompagner les victimes de violations aux droits et notamment de violations aux droits des femmes.